J'appelle donc pour les membres du jury Béatrice Oxante et Agnès Chrysostalis et Agnès Guillemin. Je suis honorée et ravie d'avoir participé depuis le premier jury en 2013 à ce prix Femmes Architectes, en tant que présidente du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, eh bien, on a aussi prolongé l'action de ce jury en région par un réseau d'entraide femmes architectes qui s'appelle Architectuel, qui commence à être très actif en région Nord-Pas-de-Calais. Tu l'as cité aussi, on a reçu l'exposition pendant 3 mois dans la vitrine de la Maison d'Architecture et de la Ville. Et je la conseille fortement parce elle a eu un grand succès. Alors notre jury, voilà, vous n'avez peut-être pas compté exactement 2 personnes, mais voilà, on était 11 pour 10 voix, puisque Agnès et Agnès n'avaient qu'une voix, mais elles étaient là toutes les deux. Une présidente suisse, donc une journée entière de travail, 2 langues parlées, français, anglais. On est passé de l'un à l'autre allègrement, en essayant effectivement, puisque nos 2 membres de jury étrangères parlaient finalement mieux anglais que français, de se tenir à cette langue. Des débats vraiment enthousiastes. On a toujours peur, bon, c'est la 3e fois que je participe à ce jury, on a toujours un petit peu peur de ne pas réussir à voir tous les projets. Bon, le nombre est impressionnant, mais sachez-le, on les a tous vus au moins une fois. Puisque même certains on les voit 2 ou 3 fois pour finalement arriver à un choix unanime qui est le résultat de discussions, arguments, contre-arguments, etc. Voilà. Alors peut-être un petit appel pour la 2016, que les candidatures qui se renouvelleraient depuis 2013, 14 ou 15 puissent se renouveler aussi les projets présentés. Bon, je pense en tant que jury, on l'a dit. Donc, et puis aussi de dire que la qualité des supports est extrêmement importante dans le choix aussi. Cette qualité de support sur lequel on juge finalement, eh bien, se retrouve dans la qualité de l'exposition derrière. Donc c'est important. Voilà quelques éléments de ce jury. Je pense surtout qu'on va, peut-être écouter les lauréates, que nous avons nous-mêmes dit pas mal de choses l'année dernière, et que ça se renouvelle un petit peu. D'accord. En termes de... Et puis, alors, on voulait dire aussi que nous, notre entité, puisqu'on a une voix, on est très contente du choix qui a été fait. Voilà. C'est unanime. Voilà, et je pense que c'était aussi très unanime dans le jury. Donc, pour interrompre cette anxieuse attente, nous allons dire que les lauréates sont OECO Architectes, représentés par Coralie Bouscal, Claire Furlan et Vanessa Larère. Alors, OECO, qu'est-ce que ça signifie ? Il semble que c'est avant tout une aventure collective, parce qu'il s'agit d'une rencontre entre jeunes architectes il y a de cela 9 ans, il me semble, lors de leurs études à l'école d'architecture de Toulouse. Jeunes architectes diplômés en 2007 et 2008, elles ont poursuivi leurs expériences dans diverses agences d'architecture à Toulouse et à Paris, avant de fonder le collectif OECO en 2009, qui est une structure commune de recherche et de création, au sein de laquelle leurs idéaux pour la ville et l'architecture de demain peuvent se développer. OECO est aujourd'hui devenue une société d'architecture SARL, autour donc de Claire Furlan, Coralie Bouscal et Vanessa Larère, qui pour sa part exerçait déjà en libéral depuis 2010 à Toulouse. Elle a dans ce cadre réalisé un bâtiment de bureau pour l'exploitation familiale Larère, celui-là même qui lui a permis de décrocher le prix de la première œuvre de l'Équerre d'argent du Moniteur 2011. Aujourd'hui, l'agence OECO a plusieurs projets publics et privés en cours, des maisons, des bureaux, des équipements et l'objectif de développer son activité. Alors pour les présenter, on va voir quelques œuvres de l'agence OECO, comme la première qui est la Maison du Golfe à Biscarrosse.
Comme vous pouvez le voir sur les images, le projet est situé dans un lotissement boisé au cœur du golfe de Biscarrosse, sur un terrain en pente, avec une vue privilégiée sur le green. L'ouverture totale des vitrages est et ouest du séjour permet de faire disparaître les limites entre intérieur et extérieur et de profiter ainsi pleinement du cadre exceptionnel. On passe ensuite à la maison de santé pluriprofessionnelle à Escale 15. Donc ici, la parcelle sera redivisée pour intégrer un projet d'habitat collectif social en fond de terrain, tandis que la partie en avant, sur le côté avenue, sera destinée à la maison de santé. En complément de la forme, la matérialité leur a permis de trouver une cohérence et une certaine simplicité. Il y a aussi un exemple avec l'espace jeunesse et hébergement collectif municipal à Cabestany. Donc, ce site est aujourd'hui dommageable à la ville car il s'agit d'un délaissé urbain. L'ambition du projet est d'attirer les jeunes vers ce nouvel espace qui évidemment leur est destiné afin qu'ils puissent se l'approprier. Le projet, comme vous le voyez, est reconnaissable par sa forme et sa matérialité sans être trop démonstratif. Son échelle est réduite grâce à l'encastrement du volume dans le terrain et à son imbrication programmatique intérieure. Il en résulte une volumétrie à facettes. On voit évidemment que le bâtiment est un enroulement à parcourir plutôt qu'à regarder. Ensuite, on peut voir le centre de la petite enfance et multi-accueil à Toulouse. Ici, il s'agissait pour OECO de créer des espaces fluides encadrés par des volumes simples. Et à l'intérieur, le projet multiplie les communications entre les espaces et facilite l'usage des enfants, des parents et aussi du personnel. Et on terminera par une image du projet finaliste pour le musée d'ethnographie de Budapest. Le musée est une excavation progressive du sol, tel un soulèvement du parc, qui organise le musée dans sa sous-face. Le point culminant est à 40 mètres de hauteur, à l'angle de 2 rues, ce qui forme un signal dans la ville et qui attirera évidemment le regard des passants, des visiteurs potentiels et aussi des Budapestois, on l'espère. Alors je vous laisse la parole et toutes mes félicitations pour votre... Donc je remercie l'ARVA et également les membres du jury pour ce prix. C'est une véritable reconnaissance pour nous, donc au bout de presque 4 ans d'exercice en tant que société et 10 ans d'amitié et d'échanges autour de l'architecture depuis nos études à l'école d'architecture. Donc nous en profitons, Coralie et moi-même, pour remercier Vanessa, qui est aussi à l'origine de la société et de l'agence, puisque grâce au prix qu'elle a eu en 2011, donc de la première œuvre, on l'a vécu comme un véritable tremplin. On a créé l'agence à ce moment-là et on a eu accès à la commande publique et à nos premiers projets et premiers concours. Donc on a pu aujourd'hui, la crèche donc Amouroux est quasiment terminée. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous a lancé. Et à ce titre, nous avons tout à fait conscience qu'au-delà de la reconnaissance aujourd'hui de ce prix, on sait que ça permet donc aux maîtres d'ouvrage d'avoir une visibilité des jeunes agences et c'est très important pour l'accès à la commande, à la fois publique ou privée. Nous encourageons donc les jeunes agences d'architecture et les jeunes architectes à candidater, comme nous. Et également remercions les maîtres d'ouvrage de continuer à faire confiance et aux jeunes agences voilà, telles que nous sommes. Je vous laisse la parole à Vanessa. Donc tout d'abord, merci pour ce prix de jeunes femmes architectes. S'il existe, c'est donc certainement pour souligner le manque d'équilibre entre les hommes et les femmes dans la profession. Donc les difficultés que nous rencontrons en tant que femmes ne sont pas forcément liées à l'exercice du métier d'architecte en tant que tel. En effet, nous pensons que les mentalités d'aujourd'hui ont évolué et le fait d'être des femmes architectes n'est plus un frein pour les maîtres d'ouvrage, les entreprises, les collaborateurs et tous ceux qui participent à l'acte de construire. Cela peut parfois même être un atout puisque la rareté des agences de femmes augmente par conséquent notre visibilité, donc ce qui est plutôt encourageant pour les futurs architectes qui veulent se lancer. Nous pensons que les causes du déséquilibre entre hommes et femmes sont plus profondes et ancrées à la fois dans la culture de notre société, dans l'éducation des jeunes filles que l'on n'encourage pas forcément à la prise de risque, ainsi que dans les fonctionnements institutionnels de notre pays. Devenir architecte indépendant, libéral, gérant de société et inscrit à l'ordre des architectes
est devenu de plus en plus difficile, quel que soit son genre, notamment à cause du contexte économique défavorable ou de l'évolution des pratiques professionnelles, par exemple le BIM, qui demande des investissements financiers toujours plus importants. Donc le démarrage est souvent compliqué, on fait difficilement confiance à la jeunesse et il faut sans cesse faire preuve d'expérience, montrer des références alors même que l'on démarre et que nous le savons bien, un bâtiment met beaucoup de temps à sortir de terre, plusieurs années. Créer son agence aujourd'hui, c'est donc beaucoup de travail et d'investissement et cela nécessite souvent de mettre au second plan sa vie personnelle et familiale. Et c'est peut-être là une des clés du clivage entre hommes et femmes. Donc fonder une famille ou fonder son agence, ce sont souvent des volontés concomitantes dans la vie d'une femme. Or, le statut de travailleur indépendant ou gérant de société ignore totalement les contraintes de ce statut. Là, notamment, par exemple, la maternité. Dans tous les cas, oui, notre métier est difficile, suppose beaucoup d'investissement et de responsabilités, mais il est à la fois terriblement passionnant et surtout épanouissant. Notre choix d'exercer en équipe, avec Claire et Coralie, et tous nos collaborateurs, est un atout pour passer au-delà de ces freins et pour nous consacrer à la production d'une architecture de qualité, nous l'espérons, ce qui est pour nous primordial. Bon, simplement pour terminer, donc on remercie l'ARVA pour ce prix. On souhaite remercier aussi également toutes les pionnières et architectes qui sont passés avant nous, qui nous ont ouvert la voie. Donc, comme le disait Vanessa, exercer ce métier en son nom propre n'est pas réservé aux hommes. Bien au contraire, être femme dans le rôle de chef d'entreprise, c'est sûr, ça pose la question de la gestion des temps de vie, comme dans d'autres secteurs d'activité. Mais il ne faut pas avoir peur de se lancer, cela vaut le coup. Pour nous, éco-architectes, c'est un espace de liberté, ça permet de faire notre métier comme nous l'entendons, de faire ce qu'on aime, créer des espaces nouveaux, penser des lieux de vie et des usages futurs. Et bien sûr, travailler ensemble, prendre et donner du plaisir à travers l'architecture. Donc enfin, nous souhaitons remercier donc, nos maîtres d'ouvrage, publics et privés, qui nous font confiance, ainsi que toutes les personnes qui nous soutiennent, sans qui ECO ne serait pas l'heureux collectif que nous souhaitons, à savoir les bureaux d'études partenaires, les entreprises, nos collaborateurs, nos stagiaires, mais également nos proches qui nous permettent de vivre cette expérience professionnelle pleinement au quotidien. Voilà. Merci beaucoup.